Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bernard Lecomte est l'auteur de l'histoire du communisme pour les nuls à la faveur du centenaire de la Révolution russe. Il est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons évoqué Lénine il y a quelque temps, c'était pas il y a 15 jours à peu près. Oui. Eh bien aujourd'hui ce sont les événements même de 1917 en Russie que nous allons revivre aux côtés de Bernard Lecomte. Et pour nous plonger dans l'atmosphère de cette révolution, je vous propose de feuilleter ensemble un des ouvrages les plus fameux inspirés par les événements, 10 jours qui ébranlèrent le monde, d'un jeune Américain qui à l'époque se trouvait sur place, John Reed. Et il faut dire que parmi la floraison d'ouvrages sur 1917, vous n'avez eu que l'embarras du choix. Ah oui, les éditeurs ne sont pas passés à côté de ce centenaire, on peut le dire. Ça recommence un peu comme avec le centenaire de 14-18, C'est ça, vous savez. Il exactement. faudrait presque une bibliothèque spéciale dans le Une couloir pièce pour installer. spéciale. Oui, voilà. Nous essaierons, avant de partir en week-end, de faire un petit peu le tri dans cette avalanche de papier. 1917, évidemment la Première Guerre mondiale est commencée depuis 3 ans. Elle est en train de mettre l'Europe à feu et à sang. Sur le front de l'Est, les troupes de la Russie impériale sont décimées. Quand je dis décimées, ce sont, imaginez, des dizaines et bientôt des centaines de milliers de morts et de blessés. Et soudain, en février, le peuple russe, qui a été très éprouvé par le terrible hiver, le glacial hiver, par la faim, par les pénuries, ce peuple se soulève, une immense révolte éclate, elle aboutit à l'abdication du tsar Nicolas II. J'ai souvent eu l'occasion d'expliquer ici à quel point l'abdication était une chose mystérieuse dans l'histoire politique du XXe siècle. Pourquoi Nicolas II a-t-il abandonné son trône? Franchement, c'est très difficile à savoir. Toujours est-il que, à la faveur de ce qui est en train de se passer à Pétrograd, puisqu'on a rebaptisé la capitale Pétrograd, il décide d'abandonner. La dynastie tricentenaire, qu'on croyait éternelle, s'effondre donc brusquement. Le chaos se propage dans le pays et quelques mois plus tard, en novembre 17, alors c'est octobre dans le calendrier russe de l'époque, d'où le nom de révolution d'octobre, une nouvelle révolution va changer définitivement le destin du pays. Et là, c'est une poignée d'hommes. Ce sont les bolcheviks qui, menés par Lénine, nous en parlions l'autre jour, vont s'emparer du pouvoir. Au cœur de ce séisme historique, un jeune Américain est témoin du bouleversement. Il s'appelle John Reed, il est journaliste, reporter de guerre, il est même poète à ses heures, et depuis longtemps, il a été séduit par les idéaux socialistes. Il a traversé l'Atlantique et l'Europe pour venir précisément assister à ce qu'il savait déjà être une révolution. Il est plongé dans la déferlante. Il est aux premières loges, si je puis dire, à Pétrograd, et il note tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Il inscrit des détails, il fait revivre les événements, les conversations sur de petits carnets qui vont constituer la matière d'un livre unique en son genre, 10 jours qui ébranlèrent le monde. Et dès la préface, John Reed explique: ce livre est une tranche d'histoire telle que je l'ai vue. Il ne prétend être rien d'autre qu'un compte-rendu détaillé de la Révolution d'octobre, lorsque les bolcheviks à la tête des ouvriers et des soldats se sont emparés du pouvoir en Russie et l'ont placé entre les mains des soviets. 10 jours qui ébranlèrent le monde. Le livre paraît en 1920. Il a tout de suite un grand succès. Il va rester comme un témoignage important de cette révolution russe, la révolution en quelque sorte vue à travers les yeux d'un étranger vaguement exalté. A priori, rien ne destinait cet Américain, fils de bonne famille, né sur la côte ouest américaine, c'est un ancien étudiant d'Harvard, rien ne le destinait à se retrouver au cœur d'un événement comme celui-là. John Silas Reed, qu'on surnomme Jack, a vécu une enfance dorée dans sa famille bourgeoise de Portland, dans l'Oregon. Donc, je vous l'ai dit, il a fait Harvard, où il s'est passionné pour la poésie. L'écrivain Vladimir Posner le décrit comme un beau jeune homme, grand, bien de sa personne, la voix sonore, le sourire contagieux. Il était devenu parmi ses camarades ce qu'on appelle en américain le plus populaire des élèves, le mieux propre à réussir. Mais la poésie l'attirait, la poétique pas. Rien ne l'attire dans la politique en vérité, jusqu'à ce jour de 1913. Pour gagner sa vie, il écrit des articles
pour la revue socialiste The Masses. Et alors qu'il est en train de couvrir la grève des ouvriers des usines de soie de Paterson, il est bouleversé par la dureté de conditions de travail qu'il était jusqu'alors loin d'imaginer. C'est la guerre à Paterson, écrit-il, mais c'est une guerre étrange. La violence est tout entière d'un seul côté, du côté des propriétaires d'usines. Et ça va être pour lui, vous savez, ces espèces de prises de conscience politique brutales qui vous emportent et qui bouleversent un destin. Il adhère, notre Jack, aux idéaux socialistes. Lorsqu'il ne vit pas sa vie de bohème anticonformiste dans son quartier de Greenwich Village à New York, on le voit enthousiaste, débordant d'ardeur, de fougue, s'engager dans les combats sociaux. Le voilà qui part couvrir la révolution mexicaine, il s'immerge dans le quotidien des troupes de Pancho Villa. Nous avions parlé de ça, vous vous rappelez, ce Mexique insurgé. Et lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il se rend en Europe à plusieurs reprises. Le carnage, avec toutes ces extravagantes violences, le bouleverse, bien entendu. Il affirme haut et fort son pacifisme. Je crois que je deviendrais fou si nous aussi, nous nous mêlions de cette absurdité, affirme-t-il en 1916. Oh, c'est pour l'année suivante, il ne faut pas s'impatienter comme ça. Bien sûr que les États-Unis vont entrer en guerre, et là, on peut dire de John Reed qu'il est dégoûté. Jusqu'à ce jour de février 17 où il apprend la nouvelle d'une révolution russe, en tout cas de la fin du tsarisme. Là, ses ardeurs socialistes se réveillent. La flamme de son engagement brûle de plus belle, il est happé par cette grande lueur à l'Est. Il convainc sa femme, qui est l'écrivain féministe Louise Bryant, de l'accompagner en Russie. Il veut être lui au plus proche de ce peuple russe pour essayer de vivre ce moment. En septembre 17, le couple arrive à Pétrograd. Vous voyez, septembre, ça fait quand même quelques mois que la révolution est en train de transformer la Russie. On est donc 6 mois exactement, quelques semaines même après la prise de pouvoir et quelques semaines avant la prise de pouvoir par Lénine. John et Louise sont immédiatement saisis par cette espèce d'atmosphère passionnée qui s'est emparée de la ville, par cet enthousiasme, par cet élan fiévreux. Ils sont éblouis par cette Russie saoule d'idées, ivre de paroles, comme l'écrit Reed. Il s'introduit dans les assemblées, dans les soviets, il assiste aux discussions, il se fait traduire les discours des orateurs, il tient un journal des conversations qu'il recueille sur les places publiques, dans les cafés et partout, dans les casernes, dans les rues où sont distribués les tracts. Dans ses articles, il décrit l'atmosphère qui s'est emparée de l'Institut Smolny, où ont lieu la plupart des meetings du soviet de Pétrograd. Dans les salles de réunion, c'était jour et nuit un bourdonnement ininterrompu, écrit-il. Des centaines de soldats et d'ouvriers dormaient à même le plancher comme ils pouvaient. Au premier étage, dans la grande salle, 1 millier d'auditeurs se pressaient aux séances tumultueuses du soviet de Pétrograd, formant une énorme masse sombre enveloppée d'un halo de fumée bleue, dit-il. Chacun savait que quelque chose allait arriver, sans pouvoir dire exactement quoi. John Reed va rencontrer Trotsky, mais surtout, il rencontre Ulyanov, notre Vladimir Ilitch de l'autre jour, que tout le monde appelle Lénine, bien entendu. Il ne le quitte plus, il est à ses côtés, il va vivre la révolution heure par heure. Lénine est plus que jamais prêt à s'emparer du pouvoir par la force, et au sein du comité central du parti bolchevique, il tente de convaincre ses camarades de la nécessité d'une insurrection armée. C'est ça le rôle essentiel de Lénine, bien sûr. John Reed assiste à tous les débats, enfin la plupart d'entre eux en tout cas. Kamenev ne cesse de répéter qu'il serait irresponsable de tenter un coup d'État. Selon lui, la société n'est pas prête, ce n'est pas le bon moment, c'est trop tôt. Alors que Lénine, lui, affirme qu'il faut agir là, maintenant. C'est l'insurrection au plus vite. Et de sa voix puissante, il le dit, il le proclame, il le hurle, c'est l'heure de l'insurrection, il ne faut plus attendre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors aujourd'hui, Franck, vous nous racontez la Révolution d'octobre telle que l'a vue le célèbre reporter américain John Reed. Alors au moment où John Reed arrive
à Pétrograd, on vient de le vivre à l'automne 1917. Quel est le contexte en Russie exactement ? Alors, voilà, je l'ai dit, mais je le répète, ne serait-ce que pour ceux qui nous rejoindraient en route. Il y a eu ces grandes insurrections est un grand mot, mais ces émeutes importantes, ces troubles à Pétrograd en février. Le tsar a décidé d'abdiquer en mars. C'est une première révolution qui est encore relativement modérée, si vous voulez, qui s'est faite en l'absence de Lénine et de Trotsky, bien entendu, qui se sont immédiatement empressés vers Pétrograd. Et lorsqu'ils arrivent, ils ont vu installer un double pouvoir avec deux instances, si vous voulez. Le gouvernement provisoire, celui de Kerensky, qui est devenu donc président depuis juillet 17, et puis ces soviets, ces conseils d'ouvriers, de paysans, ces espèces d'assemblées de délégués, si vous voulez, qui sont censés représenter le peuple. Or, Lénine veut en finir avec cette situation de double pouvoir. Lui s'oppose au gouvernement provisoire. Il veut donner, vous connaissez la formule, tout le pouvoir aux soviets. Et ben voilà, c'est le mot d'ordre des bolcheviks qu'ils vont répandre frénétiquement, non seulement à Pétrograd, mais dans un certain nombre de grandes villes russes. De son côté, le président du gouvernement provisoire, Kerensky, fait tout pour marginaliser leur mouvement et marginaliser les soviets, bien entendu. Et pendant l'été 17, lors des fameuses journées de juillet, Lénine et les bolcheviks avaient déjà tenté une insurrection qui n'avait pas réussi du tout. Lénine a été condamné à mort, et ce qui l'a obligé à s'enfuir en Finlande. C'est là que nous l'avions laissé la dernière fois, rappelez-vous. Il ne revient à Pétrograd qu'à l'automne 17, et désormais, la situation est plus favorable. Le gouvernement provisoire a été très affaibli par une tentative de putsch. Les soviets ont repris beaucoup de terrain. Pour Lénine, c'est le moment ou jamais donc de s'emparer du pouvoir. Le comité central du parti finit par voter un texte en faveur de l'insurrection. C'est le coup d'État qui se prépare. Lénine a chargé Trotsky de mettre sur pied un comité militaire révolutionnaire, en apparence sous l'autorité du soviet de Pétrograd. En fait, il est complètement noyauté par les bolcheviks, ce comité révolutionnaire, et il se compose d'ouvriers armés, de soldats, de marins, qui vont pouvoir prendre d'assaut un certain nombre de points névralgiques de Pétrograd. Et désormais, l'insurrection est imminente. Elle ne va prendre personne par surprise. Ça fait des semaines que tout le monde en parle. Même le journal de Gorky, Novaya Zhizn, a révélé dès le 30 octobre le projet d'insurrection. Et le chef du gouvernement provisoire, Kerensky, ne s'en inquiète pas, puisque lui est persuadé que ce sera l'occasion d'écraser une bonne fois pour toutes les bolcheviks. Il attend qu'ils se manifestent, si vous voulez, pour les liquider. L'assaut est donc lancé dans la nuit du 6 au 7 novembre, je parle là dans notre calendrier, sans presque aucune résistance, sans effusion de sang. Les gardes rouges, comme on va les nommer, conduits donc par les bolcheviks, prennent le contrôle des ponts, des gares, de la banque centrale, du central téléphonique, ce qui est très important. Alors, parmi les insurgés, il y a un certain John Reed, évidemment, qui décrit l'atmosphère anormalement calme de l'événement, l'absence de résistance. Tout ça se passe, c'est une insurrection qui, j'allais dire, on enfonce des portes ouvertes. À quelques pâtés de maison de distance, nous dit-il, nous apercevions les tramways, la foule, les devantures illuminées, les réclames électriques de cinéma, la vie qui continuait comme à l'ordinaire. Enfin, le cortège révolutionnaire va lancer l'assaut final contre le palais d'hiver, symbole du pouvoir, et dans la nuit obscure, cette masse sombre des insurgés avance vers ce qui, il y a quelques mois encore, était la résidence impériale, où maintenant s'est donc installé le gouvernement provisoire. Pareil à un fleuve noir emplissant toute la rue, nous dit Reeds, sans chant ni rire, nous passions l'Arche Rouge, nous escaladâmes les barricades de bûches qui défendaient le palais, nous poussâmes un cri de triomphe. Vous savez qu'Eisenstein a fait de cet assaut un moment mythique où le peuple en armes se rue contre l'ancien palais des tsars. En réalité, ça a été beaucoup moins spectaculaire que ça. Les révolutionnaires n'ont donc quasiment pas rencontré de résistance, et à 2h du matin, les ministres du gouvernement ont tous été conduits à la forteresse Pierre et Paul. Ça nous rappelle le temps du tsar, entre parenthèses. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. John Reed va dîner tranquillement à l'hôtel de France, tout près du palais, et la ville ne s'est, disons-le, rendu compte de rien. Le lendemain matin, les bolcheviks épuisés rejoignent le congrès des soviets qui s'est ouvert à l'Institut Smolny, justement. Alors, faut imaginer cette odeur âcre, odeur de tabac, où s'entassent bolcheviks, mencheviks, socialistes révolutionnaires, délégués, ouvriers. La salle n'était chauffée que par la chaleur suffocante des corps humains non lavés, nous dit John Reed. Il s'y élevait un épais nuage bleu de fumée de cigarettes qui restait suspendu dans l'air lourd. On a l'impression d'y être. Ce 7 novembre, Lénine affirme officiellement que le palais d'hiver a été pris et que, je cite,
L'autorité gouvernementale est passée aux mains de l'organe du Soviet des députés ouvriers et soldats de Pétrograd, le comité militaire révolutionnaire. Ça s'appelle un tour de passe-passe en politique. Alors que Lénine est ovationné, retentissent des cris de protestation. L'aile droite du parti, les mencheviks si vous voulez, condamnent de manière virulente cette prise de pouvoir qu'ils jugent illégale. Ils dénoncent une aventure criminelle, une conspiration militaire organisée derrière le dos des soviets. Et c'est sous la huée de la plupart de ceux qui sont là et des bolcheviks qui quittent la salle. Trotsky à ce moment-là se lève, le visage pâle, l'expression cruelle, nous dit John Reed. Il lance en direction des mencheviks: vous êtes de pauvres types défaillis, votre rôle est terminé, allez là où est votre place dans les poubelles de l'histoire. On aurait pu espérer un discours plus noble pour la circonstance, mais c'est comme ça. Les bolcheviks vont faire ratifier leur coup de force par le Congrès. Un texte rédigé par Lénine est voté, qui attribue donc cette fois, ça y est, tout le pouvoir aux soviets. Dans les applaudissements généraux, et John Reed est complètement exalté, mu par une commune impulsion, écrit-il. Nous nous trouvâmes soudain tous debout, joignant nos voix dans l'unisson et le lent crescendo de l'international. Un vieux soldat grisonnant sanglotait comme un enfant. Le chant roulait puissamment à travers la salle, ébranlant les fenêtres et les portes et allant se perdre dans le calme infini du ciel. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, nous sommes au cœur de l'histoire de la Révolution d'Octobre, mais la Révolution d'Octobre vue par ce jeune journaliste américain John Reed. Ça y est, Lénine est au pouvoir, les soviets ont le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour John Reed ? Dans les jours qui suivent, on va prendre des décrets. Alors pour John Reed, il suit les événements, il est toujours complètement dans l'action, bien entendu. Et lorsque Lénine fait sa première apparition publique, il est acclamé. Nous allons maintenant procéder à la construction de l'ordre socialiste, dit-il. Après tout le désordre créé, il fallait bien recréer un ordre. Lequel sera-ce ? Pendant quelques semaines, John Reed est là, qui se documente sur les premiers pas du gouvernement des soviets, mais il n'a désormais plus qu'une idée en tête, c'est de rentrer aux États-Unis pour rassembler ses notes, pour écrire son grand œuvre, les 10 jours qui ébranlèrent le monde. Ça va être bien plus compliqué en vérité qu'il ne le pense. En avril 1918, toute sa malle d'archives et de notes est en effet confisqué à la douane de New York. Comment voulez-vous écrire le livre à partir de ce moment-là ? Et au terme de 7 mois de bataille qui l'ont littéralement épuisé, Reed va enfin pouvoir remettre la main sur ses notes. J'imagine, vous savez, moi j'ai jamais rempli une malle complète de notes, mais quand vous travaillez un grand projet comme celui-là et qu'on vous enlève votre bébé, j'allais dire, ça doit être assez terrible, ça. Il est très mal vu aux États-Unis, on se méfie beaucoup de ce révolutionnaire aux États-Unis. 10 jours qui ébranlèrent le monde n'en paraît pas moins en 1919, et c'est Lénine qui a écrit la préface. J'ai lu avec un immense intérêt et la même attention jusqu'au bout le livre de John Reed, dit-il, 10 jours qui ébranlèrent le monde. Je le recommande du fond du cœur aux ouvriers de tous les pays. Je voudrais que cet ouvrage fût répandu à des milliers d'exemplaires et traduit dans toutes les langues, car il donne un tableau exact et extraordinairement vivant d'événements qui ont une si grande importance pour l'intelligence de ce qu'est la révolution prolétarienne, de ce qu'est la dictature du prolétariat, écrit Lénine, qui n'oublie jamais sa terminologie. En octobre 1919, Reed va pouvoir retourner en Russie et découvrir l'autre visage de la révolution, parce que peu à peu, le gouvernement bolchevique a mis en place un appareil d'État, appareil qui va se révéler de plus en plus répressif. Vous savez, ce sont tous les rouages de ce qui deviendra plus tard l'État soviétique qui est en train de se mettre en place, un État que Stéphane Courtois qualifiait de totalitaire. Il n'était pas le premier à le faire, il est venu nous en parler il y a quelque temps. Une police politique est établie, la Tchéka, le pouvoir n'est plus du tout aux soviets, maintenant le pouvoir est concentré dans les mains de ceux qui commandent. Et John Reed va voir ses idéaux se heurter à la réalité. Il découvre ce que c'est que la pensée officielle naissante. Alors au départ, il ne veut pas trop s'inquiéter des tendances qu'il pense simplement autoritaires du gouvernement soviétique. Il est encore plein d'illusions. Il veut croire qu'il va falloir un petit peu de temps pour asseoir un véritable communisme. On le voit participer d'ailleurs à la préparation du congrès de la 3e internationale communiste. Seulement, disons-le, il finit assez vite par déchanter. C'est un homme qui voit la vérité en face, Reed. Il s'est complètement
pris de passion et d'amour pour cette grande révolution qu'il croyait libératoire, et il découvre qu'en fait elle est assez différente. Oui. Il va être bientôt terrassé par le typhus, en vérité. Il n'est pas bien soigné, il va perdre ses facultés non seulement physiques mais mentales, et le 17 octobre 29 à Moscou, il n'a encore que 33 ans, hein, il rend son dernier souffle. Alors, en raison de cette mort prématurée, il reste en quelque sorte, si vous voulez, associé au héros romantique révolutionnaire. Héros qui sera immortalisé dans le fameux film hollywoodien Reds, en 1981, avec Warren Beatty dans le rôle titre. Il est enterré, pas titre, mais presque. C'est un jeu de mots, le titre, si l'on veut. John Reed est enterré, alors vous imaginez la cérémonie que lui font les soviétiques, hein, bien sûr, grande pompe, grand enterrement sur la place rouge, à Moscou, dans la nécropole du mur du Kremlin, dont il est un des premiers, j'allais dire, étrangers invités. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour Franck. Alors nous n'allons pas nous attarder éternellement sur John Reed. Nous avons choisi John Reed, c'était le moyen avec Mathilde Hirsch qui a préparé ce récit, de vivre la Révolution à travers un regard exalté, si je puis dire. Il y croyait, lui, et un certain nombre de ceux qui ont vu cette Révolution advenir y ont cru également. Oui, il y a cru assez sincèrement. Il faut dire qu'il arrive en Russie au bon moment, c'est-à-dire au moment où on vient d'échapper à un putsch militaire d'extrême droite qui voulait restaurer le pouvoir Parce qu'il faut pas oublier qu'il va y avoir bientôt une guerre civile, hein, très forte, qui va complètement s'emparer de la Russie et mettre les bolcheviks eux-mêmes en danger. Mais avant ça, donc, un putsch contre le gouvernement menchevique, en l'occurrence. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, le putsch du général Kornilov, qui a donc échoué. Pourquoi ? Parce que le chef du gouvernement provisoire, Kerensky, a fait appel à tous les gens de gauche, à tous les socialistes, socio-révolutionnaires et aux bolcheviks, qui étaient à ce moment-là condamnés à l'exil et à la prison. Or, juste au moment même où John Reed arrive en Russie, les bolcheviks reviennent à la surface. Trotsky surtout. En fait, ce putsch, disons, réactionnaire, pour employer la terminologie, hein, qu'il l'était du reste, ce putsch n'a eu pour effet que de renforcer la révolution, en vérité. Complètement. Sans le putsch du général Kornilov, Dieu sait ce qui serait passé. Peut-être Lénine serait-il mort quelque part en Finlande en écrivant toujours ses livres sur la révolution. Alors effectivement, Reed assiste à des événements. Il faut dire, Franck, quand on est journaliste, on imagine, on est au cœur d'un des événements les plus énormes. Il a ses entrées, lui, en plus. Hein. Lui, il a ses entrées, il connaît bien les acteurs, et il est tout à fait normal, comme un journaliste honnête, de raconter ça, au fond, avec son point de vue. Et son point de vue, c'est d'abord le dynamisme de la Révolution, les idéaux magnifiques, etc. C'est bien sûr, ça n'est pas tout le mauvais côté de la Révolution. Et pourtant, il va en être témoin très vite, c'est-à-dire surtout lorsque Lénine prend le pouvoir. Rappelons-nous toujours que si Lénine a pris le pouvoir, c'est parce que les autres partis, les autres politiciens russes attendaient tous la réunion de la fameuse constituante. Chacun avait cette idée en tête. On va faire des vraies élections et une vraie assemblée constituante à la façon de la Révolution française. La Révolution avait balbutié depuis le début de l'année 1917. On espérait qu'elle allait enfin prendre son envol, en quelque sorte. Sauf qu'en l'occurrence, elle a été détournée par un certain Lénine et par ceux qui l'entouraient. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Révolution d'octobre cet après-midi sur Europe 1 et nous allons plus loin et vous allez tout comprendre aujourd'hui grâce à votre invité Franck. Vous recevez Bernard Lecomte, il est journaliste, spécialiste du Kremlin et du Vatican et il est aussi deux et grandes surtout institutions exactement un peu différentes néanmoins. Deux mines d'or pour les journalistes, si je peux me permettre. C'est ça. Et aussi et surtout auteur de l'histoire du communisme pour les nuls, paru chez First. Et qui est un ouvrage alors vraiment lumineux où tout est parfaitement expliqué. C'est-à-dire que c'est vrai que cette histoire communiste est souvent un peu complexe, surtout pour les gens qui ne sont pas très habitués. Et avec vous, Bernard Lecomte, on a l'impression que tout, d'un seul coup, tout devient très simple, très clair. Les choses sont à leur place, si je puis dire, notamment cette affaire de la Révolution d'octobre. Alors, juste un mot d'abord sur ce terme de Révolution d'octobre qui a lieu en novembre pour nous. C'est un peu bizarre. Hein, alors, au fond, les choses sont très simples. En 1917, la Russie a gardé le calendrier julien. Voilà, julien, c'est Jules César. C'est le vieux calendrier. Nous sommes passés au grégorien depuis longtemps. Nous sommes
passer au calendrier grégorien comme Grégoire XIII, qui est un pape qui a changé tout ça, qui a changé de 13 jours le calendrier. C'est ces 13 jours qui expliquent qu'à chaque fois qu'on cite une date, on est obligé de rajouter 13 jours, et c'est pour ça que la révolution d'octobre a eu lieu en novembre. En novembre pour nous. Et en octobre, bien sûr, pour eux. Alors, ce qu'on appelle la révolution, c'est quand même intéressant parce qu'on parle toujours de la révolution russe. Nous ne reviendrons pas sur les événements de 1905 qui déjà avaient lancé bien des choses. Et avec l'installation de la Douma, avait donné en quelque sorte la parole à un certain nombre d'élites politiques déjà. Ensuite ont lieu ces émeutes, etc. au début de l'année 17. Le tsar abdique. S'installe donc ce gouvernement provisoire et en même temps se développent les soviets. Qu'est-ce que c'est que les soviets ? Les soviets, c'est des assemblées à peu près spontanées au départ, qui rassemblent les gens qui sont là, qui sont pas d'accord, autour de quelques politiciens. Il y a quand même tout n'est pas complètement spontané. Oui, lorsque Trotsky, déjà en 1905, avait pris la tête du soviet de Pétrograd. Vous voyez que ça n'était pas un hasard si cet homme-là s'est retrouvé en 1917 à nouveau à la tête du soviet au Smolny. Les soviets vont constituer un pouvoir complètement anarchique, en tout cas en apparence, et très dangereux parce que sans règles. Et c'est ce pouvoir-là qui va être le concurrent du pouvoir quasi illégal, c'est-à-dire celui qui, au moment de l'abdication du tsar, va remplir le vide. Les députés de la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe, qui d'ailleurs a été dissoute par le tsar, ça a été la dernière erreur du tsar, cette Douma prend le pouvoir parce qu'il n'y a rien d'autre. Et donc on va avoir le gouvernement provisoire issu de la Douma, dirigé à la fin de l'histoire par Kerensky. Là, il y a un semblant de légalité. De légalité face au pouvoir des soviets qui, lui, alors, est ballotté entre les socio-révolutionnaires, les mencheviks, les bolcheviks. Et c'est dans ce bouillon de culture que vient s'installer Lénine. Ils reviennent tous, Lénine, Trotsky et d'autres, parce qu'on ne cite toujours que ces deux-là. Ils sont un certain nombre, bien entendu. Sûr, les grands noms de cette histoire, Kamenev, Zinoviev, Radek, Sverdlov, et n'oublions pas un jeune géorgien qui est pas au premier rang, qui est un très bon exécuteur, mais qui s'appelle Joseph Staline, en effet. Alors, cette révolution hésite, elle balbutie, il y a des allers-retours, il y a cet exil, de nouveau exil en Finlande cette fois pour Lénine, qui revient à la faveur de cette sorte d'union nationale contre le putsch dont vous nous parliez. Simultanément est en train de se créer une force contre-révolutionnaire très importante, ne l'oublions pas. On est toujours en plein dans la Première Guerre mondiale à ce moment-là, mais la Russie, depuis la paix de Brest-Litovsk, s'en est retirée. Enfin, va plus exactement s'en retirer. Va s'en retirer. C'est très important de rappeler, en effet, que tous ces événements se déroulent pendant la guerre 14-18. Oui. C'est-à-dire que pendant tout ce qui se passe à Pétrograd, et que John Reed a si bien décrit, pendant tout ça, il y a la guerre aux portes de la Russie. Il y a l'armée allemande qui est là, et au sud, l'armée austro-hongroise, et qui taille en pièces l'armée russe. Et on ne comprend pas toute cette histoire si on n'imagine pas les milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'anciens paysans russes enrôlés de force pour faire cette guerre dans des très mauvaises conditions, et qui peu à peu vont se transformer en déserteurs, errant dans les rues de la capitale du coin, c'est-à-dire Pétrograd. Et c'est là ce qu'ont bien compris les bolcheviks. Les bolcheviks vont s'appuyer sur cette population-là, qui n'a plus rien à perdre. Il suffit de leur donner des fusils, et on en fait ce qu'on veut. C'est ça qui va permettre à Lénine et à Trotsky, en effet, le 25 octobre, de quadriller la ville, de prendre tous les endroits un petit peu stratégiques, les ponts. Rappelons-nous que à Pétrograd, les ponts se lèvent la nuit. Encore aujourd'hui, quand on va à Saint-Pétersbourg, c'est un spectacle fabuleux. Et il fallait contrôler justement l'ouverture et la fermeture des ponts. Bolchevique, ça veut dire majoritaire, menchevique, ça veut dire minoritaire, et c'est par un premier tour de passe-passe que Lénine va imposer ses appellations, parce que la tendance dont il est le leader n'est majoritaire que de façon très très éphémère, disons les choses. Mais on peut même dire que Lénine est le plus souvent, dans toute cette histoire, franchement minoritaire. Alors c'est vrai, le tour de passe-passe date d'un congrès en 1903, où à un moment du congrès, sa faction
sa fraction donc est devenue majoritaire. Et donc immédiatement, il s'appelle du coup majoritaire, voilà, bolchevique en russe, et les autres se retrouvent minoritaires, mencheviques en russe. Même quand ils seront très majoritaires au début de l'année 17, hein, bien sûr. Et pendant toute cette année 17, presque jusqu'à la fin, Lénine est totalement marginalisé, tout à fait extrémiste. Les bolcheviks, d'ailleurs, on en parle très peu. C'est John Reed qui va en faire des héros de cette aventure. Mais pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, les bolcheviks, on en parle à peine. On parle surtout des difficultés des nouveaux gouvernants, de ce gouvernement provisoire, à faire face au problème numéro 1, qui, rappelons-le, c'est la guerre. Ce sont les Allemands qui sont aux portes. Et c'est face à cette guerre qu'il faut agir. Et c'est là, bien sûr, que le gouvernement provisoire va perdre toute son influence. Et ce gouvernement provisoire doit mener doit mener la guerre, si je puis dire, sur tous les fronts, extérieurs et intérieurs, bien entendu. N'oublions pas que le tsar et sa famille sont encore en vie à ce moment-là. Hein. Le tsar et sa famille ont été donc arrêtés après l'abdication, le 2 mars. Mis en résidence surveillée, puis dans leur propre palais, leur propre palais, à Tsarskoye Sielo. Et puis, ils sont bien embêtés, les bolcheviks, enfin d'abord les socialistes, puis les bolcheviks à leur tour, parce que faire de Nicolas II et d'Alexandra Fedorovna et de leurs enfants, si par hasard la révolution échoue, il faut pas en faire une espèce de recours pour tous les monarchistes, pour tous les défenseurs de l'Empire. Et c'est après la prise de pouvoir par les bolcheviks que cette réflexion va aboutir à une décision épouvantable au mois de juillet 1918, lorsque en plus les Blancs sont plus ou moins en train de rattraper leur retard. Oui. Ils gagnent du terrain depuis la Sibérie. Ils vont peut-être récupérer la ville où le tsar et la tsarine sont enfermés, qui s'appelle Yekaterinbourg, et cette ville-là va être reprise par les Blancs. Alors l'ordre de Lénine est sec, c'est Sverdlovsk qui envoie le télégramme: exécuter le tsar, et le tsar et sa famille seront exécutés. Pour autant que cette version officielle est très largement admise, soit authentique, mais ça nous entraînerait sur un autre terrain. Pour le moment, revenons à la révolution elle-même, c'est-à-dire à la prise du palais d'hiver, c'est-à-dire à ce mot d'ordre de Lénine qui explique tout, en quelque sorte, en octobre 17 en Russie, tout le pouvoir aux soviets. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de la révolution russe cet après-midi, la révolution d'octobre 17. Avec votre invité, nous allons plus loin et nous comprenons ce qui s'est passé exactement. Vous recevez Bernard Lecomte. Il est journaliste, spécialiste du Kremlin, du Vatican, auteur de l'histoire du communisme pour les nuls, paru chez First. Et il est temps maintenant de s'intéresser à Lénine. Alors voilà, et à ce... Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État? C'est plutôt un coup de force, parce que ça n'est pas l'armée, c'est pas un coup d'État militaire. C'est un coup de force par des gens en armes, qui ne sont pas des militaires armés, qui sont des soldats déserteurs, qui sont des ouvriers, des marins, pour Kronstadt notamment, qui est une citadelle juste devant la capitale, dans la Baltique. Et tous ces gens-là sont en armes. Et le génie de Lénine, de Trotsky et des bolcheviks, c'est d'armer tous ces gens qui ne demandent au fond qu'une chose: qu'on arrête la guerre. C'est ça la clé. Et Lénine a parfaitement compris ça. Son premier slogan, c'est fin de la guerre, non à la guerre. Et puis il y aura un deuxième slogan, aussi démagogique, si je peux le résumer ainsi, c'est la terre aux paysans. Dans ce pays immense où il y a 160 millions de paysans pauvres, bien sûr, quand vous dites la terre aux paysans, vous ne pouvez que flatter le peuple dans le bon sens. L'idée de Lénine, c'est de s'appuyer sur les soviets contre le gouvernement, évidemment, contre le gouvernement provisoire. Lénine avait parfaitement compris. Il faut dire qu'il avait beaucoup réfléchi à ça. Hein. Il ne faut pas non plus faire de Lénine quelqu'un qui débarque comme ça. Oui, c'est un grand théoricien. Il a lu tous les Marx, les Plekhanov, etc. Lénine sait très bien que lorsqu'il y a deux pouvoirs, il y en a toujours un de trop. Et ça, c'est une loi de la politique depuis 300 000 ans. Deux pouvoirs, un de trop, lequel va manger l'autre? Et entre le pouvoir populaire de ces soldats, de ces marins, de ces ouvriers, de ces femmes aussi, n'oublions pas les femmes, les mères de famille qui n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants et qui ont été très actives en février lors de la première partie de la Révolution. Tous ces gens-là sont des gens très actifs qui n'ont grosso modo rien à perdre. Et en face, vous avez un gouvernement provisoire qui est d'abord fait de briques et de broc, parce qu'il y a encore quelques monarchistes dedans. Il y a ce qu'on appelle les cadets, c'est-à-dire des gens, disons, de
la droite Oui, modérée. les Girondins, en quelque Voilà, sorte. un petit peu ça. Vous avez les socio-révolutionnaires, vous avez les mencheviks, donc les anciens camarades des bolcheviks, et tous ces gens-là ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et quand il faut faire face à la seule vraie menace qui pèse sur eux, c'est-à-dire l'armée allemande, encore une fois, la guerre est à leur porte, ils sont complètement divisés, et l'homme qui va essayer de réussir à fédérer tout ça, c'est le fameux Kerensky, très important personnage dans cette aventure. Kerensky qui va se retrouver de ministre de la guerre, justement, président du Conseil de ce gouvernement provisoire. C'est Kerensky qui va piloter tout cet été compliqué où Lénine est obligé de partir parce que condamné à mort. Mais quand Lénine prend le pouvoir le 25 octobre, Kerensky est toujours le chef du gouvernement, sauf qu'il vient de quitter ses ministres. Kerensky fuit la Russie. Alors il dit à ses ministres, je vais chercher du renfort. Très bien, il part dans une voiture prêtée par l'ambassade américaine. Pourquoi ? Parce que du coup, il a l'immunité diplomatique, il peut franchir les lignes. Et Kerensky, on ne le retrouvera qu'à Paris, puis à New York. Il ne reviendra plus jamais à Saint-Pétersbourg. Là, il laisse le champ libre à Lénine et aux siens, notamment à Trotsky. On ne parle pas beaucoup de Trotsky dans cette affaire. Quel a été son rôle, lui, concrètement ? Le rôle de Trotsky a été absolument essentiel. Trotsky, c'est un révolutionnaire dans l'âme, lui aussi. Il n'a que quelques années de moins que Lénine, mais il a un petit peu la même histoire. Il est né en Ukraine, d'une famille de paysans juifs, et il part très vite étudier, travailler. Il va être arrêté en Sibérie, il s'échappe, il se retrouve, lui, comme Lénine, en exil en Europe, puis à New York. Quand il revient, Trotsky, au début de l'été 1917, il est pas bolchevique, c'est simplement un extraordinaire orateur, une plume étincelante. Faut jamais oublier que c'est lui qui avait lancé la Pravda quelques années plus tard depuis l'Europe, et Trotsky est un personnage qui est formidable pour Lénine. Et Lénine et lui vont trouver un accord d'homme à homme. Les deux hommes n'ont vraiment pas grand-chose en commun en réalité, mais ils ont en commun la volonté de faire cette fichue révolution que Marx avait tant déjà prévue depuis tellement longtemps, à laquelle ils ont tellement réfléchi l'un et l'autre. Ils sont sûrs que ça va marcher. Et dans cette atmosphère d'anarchie qui est la rentrée de septembre-octobre 1917, les deux vont se trouver à peu près d'accord. Quelques petits différends, mais pour dire, c'est le moment, il faut y aller. Ils sont sûrs que ça va marcher, mais ils ne sont pas sûrs que ça va durer. Il y a cette remarque de Lénine à un moment qui dit on aura au moins duré plus que la Commune de Paris. Oui. C'est-à-dire que, en fait, chaque jour gagné, chaque jour de plus, j'allais dire, est un jour gagné. Pendant longtemps, ça paraît une aventure intenable. Face notamment, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi la guerre civile qui s'installe de plus en plus avec des forces contre-révolutionnaires puissantissimes. D'autant plus que Lénine et Trotsky ont une conception de la révolution qu'ils font qui est très différente des autres, car tous les deux sont convaincus que ce qui se passe en Russie n'est que le début de ce qui va se passer dans le monde entier. Ça, c'est très important aussi. Lénine et Trotsky ont une idée de la révolution qui est mondiale. Et ils sont absolument convaincus l'un et l'autre que très vite, les prolétaires vont faire la même chose en Allemagne, peut-être en Angleterre, peut-être en France. L'histoire va leur donner en partie raison. D'ailleurs. Et l'histoire leur donnera raison. Sauf que, au moment d'un drame pour eux qui est tout simplement la maladie et la mort de Lénine. En 1924, Lénine meurt, et ça c'était pas prévu, il meurt de maladie, le malheureux, et à ce moment-là, la succession de Lénine va poser le vrai problème, le seul vrai problème qui est qu'on continue à faire de ce nouveau pays, l'URSS, la patrie des travailleurs communistes, ou bien est-ce qu'on fait en effet la révolution mondiale? Trotsky continue de penser qu'il faut faire la révolution mondiale, et on sait qu'un autre personnage, Staline, lui est convaincu exactement du contraire. Staline, lui, qui est secrétaire du parti, après tout c'est un petit apparatchik au départ, un quasi-bureaucrate qui gère, c'est très très important, qui gère le fichier des cadres du parti. Quand vous gérez le fichier des cadres, c'est vous qui avez à peu près l'avenir, le destin de toutes les familles des bolcheviks, parce que, croyez-moi, être envoyé à Vladivostok à l'époque, c'était pas exactement un cadeau. Donc Staline tient les uns et les autres par ce fichier, en russe on disait kartotek, vous savez, kartotek, c'est le fichier des cadres. Et c'est par ce fichier des cadres que Staline va se constituer son appareil à lui, qui après la mort de Lénine va s'imposer
à tout le reste. Parce que la République qui finit par s'imposer et par survivre et par même devenir très puissante, c'est la République socialiste soviétique. Et pourtant, le fameux pouvoir, les soviets ne l'ont jamais vraiment vu. C'est ça qui est terrible dans cette affaire. Non, parce que dès le départ, on l'a bien vu, lors de la réunion de la Constituante en janvier 1918, juste après la Révolution, Lénine étant minoritaire dans cette Constituante, il ne prend absolument pas de gants, il envoie les soldats disperser les députés et fin du coup, terminé. La démocratie, c'est terminé, on entre dans l'ère de la dictature du prolétariat. Et cette dictature du prolétariat, elle va servir d'exemple. De même que la Commune de Paris, effectivement, en 1871, avait été une sorte de phare pour les révolutionnaires de l'Europe entière. C'est maintenant les révolutionnaires du monde entier qui vont avoir les yeux rivés sur Moscou. On change de capitale au passage ? Oui, Lénine s'est installé à Moscou, pensant que, en effet, et il était bien placé pour le savoir, Pétrograd était quand même une ville complètement ingérable et dangereuse, et très dangereuse pour quel que soit le pouvoir, y compris le pouvoir bolchevique. Donc Lénine, effectivement, s'est installé au Kremlin avec tout son staff, et c'est de Moscou qu'est partie ensuite alors la révolution mondiale, son rêve, c'est-à-dire cette troisième internationale. Vous savez, cette espèce d'internationale des partis communistes la de toute la Terre. La guerre mondiale va jouer un rôle essentiel, puisque l'effondrement des empires, on a vu que l'empire russe s'est effondré, a donné naissance à cette révolution bolchevique. L'empire d'Allemagne s'effondre au moment, bien sûr, de la capitulation allemande en 1918. Et il va y avoir une révolution à Berlin, ce qu'on a tendance à oublier. Et puis il y a une révolution, il y en a une aussi à Vienne. Enfin, il y en a partout, d'une certaine façon. Ça fait tache d'huile, dans un premier temps, cette révolution russe. Oui, c'est un petit peu le pronostic de Lénine qui se réalise. En effet, en Allemagne, il y a, tant à Berlin qu'à Munich, des spartakistes, qui sont les communistes locaux, qui prennent un pouvoir, évidemment, le pouvoir, il était à ramasser. Après l'abdication de Guillaume II et la fin de la guerre, il y avait plus de pouvoir. Et puis en Hongrie, en effet, un type qui s'appelle Béla Kun, qui était formé aussi par les Russes et qui lui aussi a essayé de faire la même chose, sauf que ça n'a pas marché. Sauf que tout ça n'a pas marché. Ces foyers révolutionnaires, certains ont eu un peu plus d'éclat que d'autres, mais d'une façon générale, toutes ces révolutions ont échoué. Et là, c'est quand même un échec terrible pour ceux qui voulaient porter la révolution dans le monde entier, notamment pour Trotsky. Voilà, sauf que à long terme, n'oublions pas qu'à ce moment aussi, les partis communistes commence à se constituer, notamment le Parti communiste français en décembre 1920. En 1920, le Parti communiste français, Scission de Tours, en janvier 21, le Parti communiste italien sont des partis qui vont se déterminer par rapport à la grande révolution bolchevique. Donc c'était au fond les partis socialistes, c'était la SFIO qui, au congrès de Tours, va se bagarrer. C'est un des moments les plus extraordinaires de l'histoire politique française. C'est la scission entre les socialistes et les communistes. Scission qui n'a pas fini de faire des vagues comme on le saura pendant le siècle qui suivra. Ça, si je puis dire, c'est le chapitre suivant, Bernard Lecomte. Votre histoire du communisme pour les nuls est éditée évidemment chez First, comme toute la collection pour les nuls, et elle est particulièrement efficace, si je puis dire. Et c'est assez agréable d'y voir clair dans un sujet souvent un peu confus. Merci beaucoup. Europe 1 au cœur de l'histoire.